Bonjour, je suis Lily Cassano, collaboratrice du Centre d'études internationales comparées en droit, économie, travail et environnement de l'Université de Modena et Reggio Emilia. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de mener l'un des interviews avec les experts prévus par la recherche et la législation sur la santé et la sécurité au travail et les systèmes d'assurance à l'épreuve de la quatrième révolution industrielle. Cette recherche a débuté en avril 2019 et est en cours de clôture. Le projet, commandé au Centre d'études internationales comparées en droit, économie, travail et environnement de l'Université de Modena e Reggio Emilia, a été cofinancé par l'Institut national d'assurance contre les accidents du travail, INAIL, et avec la Fondation ADAPT comme partenaire. Le but de la recherche est l'étude des impacts des changements profonds qui sont indiqués par les concepts de quatrième révolution industrielle sur la réglementation de la santé et de la sécurité des travailleurs. Le passage rapide d'une dimension plus physique à une dimension plus intellectuelle du travail, la montée en puissance des formes innovantes d'interaction entre hommes et machines, l'affirmation de nouveaux modèles d'organisation du travail possibles par les nouvelles technologies. Et tous ces changements conduisent à l'émergence de nouveaux risques, pas seulement de nature physique, mais aussi de nature psychosociale pour les travailleurs. Les projets de recherche relèvent ainsi le défi de repenser entièrement la législation sur la santé et la sécurité dans les nouveaux environnements de travail, à la fois en termes de garanties et d'obligations prévues par la législation italienne. À côté de la recherche proprement dite, menée avec une approche comparative et multidisciplinaire, des produits seront publiés qui pourront guider la pratique des opérateurs de santé et sécurité au travail. Et dans le cadre de ces activités de recherche, on a décidé d'organiser ces interviews avec des experts d'autres pays pour enrichir la connaissance des sujets traités et partager les résultats du projet. C'est un grand plaisir de pouvoir donc aujourd'hui échanger avec Dominique Bayeux, professeure à l'Université de Lyon 3 Jean Moulin et directrice du Master 3 de la protection sociale. Et, bonjour et merci pour avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je suis très honorée de participer à cette recherche. C'est un Merci. plaisir. Depuis plusieurs années, elle suit l'évolution de la jurisprudence en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Elle a publié plusieurs ouvrages sur ce sujet et ses recherches les plus récentes confirment que même dans la jurisprudence française, la division entre accidents et maladies professionnelles est entrée en crise. Donc, nous allons échanger à propos de ce sujet, accidents et maladies professionnelles dans la quatrième révolution industrielle. Et la première question que je vais vous poser concerne précisément cette distinction entre accidents et maladies professionnelles. Est-elle toujours d'actualité? Il y a des tendances et transformations qui remettent en question cette distinction. Alors, merci pour cette question. Je crois qu'elle est parfaitement intéressante. Elle est aussi aujourd'hui avec le problème de la pandémie, mais c'est pas notre sujet parce que là aussi, ça peut être discuté. Je voudrais dire en préalable que les Français, la législation française et les Français restent très attachés à leur législation sur les risques professionnels, qu'il s'agit d'ailleurs des accidents du travail, des accidents de trajet ou des maladies professionnelles, alors même que la réparation qui leur est allouée est une réparation forfaitaire et que d'ailleurs la procédure de reconnaissance est toujours complexe. La distinction entre accident du travail et maladie professionnelle relève en fait du Code de la sécurité sociale, elle est bien inscrite dans la loi. On peut partir déjà, pour bien la comprendre, de la définition de l'accident du travail, qui résulte d'ailleurs du Code de la sécurité sociale, de l'article L 411-1, qui nous dit bien qu'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail est un accident du travail, et cela, quelle qu'en soit la cause. Historiquement, d'ailleurs, les juges retenaient que constitue un accident du travail toute lésion corporelle résultant
de l'action soudaine et violente d'une cause extérieure, et cela au temps et au lieu du travail. Autrement dit, on avait différents critères, on en avait trois. Il y avait l'extériorité, la violence et la soudaineté. Puis au cours du temps, les deux critères extériorité et violence ont disparu de notre législation et de l'interprétation jurisprudentielle. Autrement dit, une lésion purement interne, comme un accident cardiaque, comme un infarctus, une rupture d'anévrisme, caractérise néanmoins un accident du travail. On pourra dire que l'accident aujourd'hui se réduit dans la jurisprudence à un événement certain et identifié dans le temps et dans l'espace. Seul le critère de soudaineté permet donc de le distinguer d'avec la maladie. La maladie, elle, qu'est-ce que c'est? Ça suppose une pathologie normalement à évolution lente qui est inscrite dans un tableau des maladies professionnelles. Mais on est obligé de noter que, historiquement, le rattachement de certaines pathologies à la qualification de maladie professionnelle se révélant impossible, certains auteurs et les juges même du fond ont plaidé pour que la pénétration dans l'organisme d'un virus, laquelle peut être qualifiée d'intrusion, une sorte d'effraction, revêtrait un caractère de soudaineté suffisant pour permettre la qualification d'accident du travail. Ça a été plaidé dans les années 60. On s'aperçoit que le juge n'a pas souhaité ce rattachement à la qualification accident du travail. L'Assemblée plénière s'y est même clairement opposée. Aujourd'hui, le débat est revenu avec l'affaire du Covid, mais peu importe, nous savons donc que la Cour de cassation ne l'accepte pas. Pour autant, on est obligé de souligner qu'il y a un certain contentieux qui révèle que certaines maladies, je pense à la sclérose en plaques, aux dépressions nerveuses, peuvent être qualifiées, le cas échéant, d'accident du travail. Ce qui a conduit le juge, parce que comme elles ne relèvent pas des tableaux et qu'on pourra difficilement établir peut-être le lien avec le travail, le juge en est venu à définir autrement l'accident du travail. Il nous dit que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il résulte une lésion corporelle. Dans l'espèce pour lequel cette définition est apparue, il s'agissait d'une sclérose en plaques, maladie neurodégénérative, qui fait qu'elle était là imputable, même si parfois c'est discuté, à une vaccination qui était réalisée dans le cadre du travail. La même solution a été donnée de qualifier d'accident du travail une dépression nerveuse soudaine survenue consécutivement à un entretien d'évaluation. On a pu même qualifier également d'accident du travail une cervicalgie aiguë résultant d'un brusque mouvement de la tête qui était destiné à visualiser une zone de stockage pour un manutentionnaire. On voit aussi en pratique que de nombreuses lombalgies sont qualifiées d'accident du travail. En synthèse de cette jurisprudence, qu'est-ce que je dirais? Je dirais qu'on peut affirmer que le critère de soudaineté, qui est propre à l'accident du travail, doit en réalité se vérifier, soit dans le fait générateur, certain et clairement identifié, l'événement causal, soit dans l'apparition de la lésion. Si la lésion apparaît brutalement, on dira que son caractère traumatique est vérifié et donc on aura une qualification d'accident du travail. En définitive, la distinction entre accident du travail et maladie professionnelle demeure ancrée dans notre législation, mais on est obligé de constater que les frontières sont extrêmement perméables. Merci. Voilà ce que je pourrais dire. Première question. Merci beaucoup. Concernant les nouvelles pathologies générées par l'usage des nouvelles technologies, comment la législation française traite-t-elle
Et comment ces nouvelles questions posées par les nouvelles pathologies générées par l'usage des nouvelles technologies sont-elles traitées par les partenaires sociaux en France? Alors, on pourra dire que les pathologies générées par l'usage de ces technologies, de l'information et de la communication, sont finalement assez multiples, mais on est obligé de noter qu'elles ne sont pas spécialement répertoriées. Mhm. Chacun s'accorde quand même à dire que ces innovations numériques permettent de simplifier et d'alléger le travail. En période de pandémie, on est d'accord que l'usage des nouvelles technologies nous a permis d'assurer une continuité d'activité. En contrepartie, nous savons que ces nouvelles technologies sont des facteurs de risque. On peut identifier d'une manière générale, on peut identifier des troubles oculaires, on peut apprécier que le travail comme ça à distance avec l'ordinateur peut conduire à une dépression, à un burn-out, on dit syndrome d'épuisement professionnel, que le fait d'être resté assis va pouvoir engendrer également des troubles musculo-squelettiques. On peut aussi découvrir un stress récurrent. On découvre également que la frontière entre vie privée et vie professionnelle devient complètement perméable, que la vie familiale peut s'en trouver compromise et que dès lors la santé peut se trouver en danger. Alors, quelles sont les réponses de notre législation? La réponse de notre législation et des partenaires sociaux, je dirais, se fait à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de quelles sont les pathologies éventuellement qui sont mentionnées et qui pourraient être prises en charge. Et le deuxième niveau, c'est au niveau de la prévention. Alors, au premier niveau, je dirais, alors au premier niveau, au niveau des pathologies qui peuvent être prises en charge, j'écarte immédiatement, par exemple, tous les risques mécaniques ou électriques qui pourraient être liés à l'utilisation d'un robot. Bon, là, ces risques-là, ce sont des risques physiques qui sont qui peuvent être causés par le robot de la même manière qu'on peut l'avoir, ce risque, avec une machine, donc il ne pose pas de problème particulier. Par contre, si on étudie pour les autres risques qui sont plus des risques, que ce soit le risque oculaire ou que ce soit les troubles musculo-squelettiques, on est obligé de constater qu'ils ne sont pas pris en charge, ils ne sont pas désignés dans les tableaux de nos maladies. Si je prends le risque oculaire, je m'aperçois qu'il y a deux tableaux concernant le risque oculaire, mais ces tableaux ne désignent que des situations de travaux qui exposent un rayonnement thermique de verre ou de métal qui serait porté à l'incandescence. Et les affections, c'est plutôt une cataracte ou une autre pathologie, bon, peu importe, mais on n'envisage pas l'usage des écrans, les nouvelles technologies d'une manière générale. Donc, elles ne sont pas désignées. Se trouve également, si on prend les troubles musculo-squelettiques, qui sont aujourd'hui des troubles récurrents pour les travailleurs, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'un seul tableau en droit français qui prend en charge ces troubles, et c'est uniquement pour des travaux de manutention. Donc, vous voyez, une approche extrêmement restrictive. Alors, quoi qu'il en soit, toutes les pathologies qu'on pourrait trouver liées aux nouvelles technologies relèveront de toute façon d'un système complémentaire de reconnaissance. Nous y viendrons. Mais avant, j'aimerais vous dire que se trouvent mentionnées quand même les pathologies psychiques. Les pathologies psychiques font l'objet dans notre législation d'un alinéa particulier qui a été intégré, je dirais, assez récemment dans notre législation. Je n'ai pas la date exacte, mais ça fait dans les années 2016, pas plus tôt, où on nous propose que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, mais cela dans le cadre d'une reconnaissance individuelle par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c'est-à-dire par le système de reconnaissance dit complémentaire.
Le comité régional, dans ce cas de figure, est composé de manière un peu particulière, puisqu'il s'agit de maladies psychiques, intègre un psychiatre de niveau hospitalier. On rappellera quand même que l'avis du comité s'impose à la caisse. Il faut noter que dans ce texte, la notion de pathologie psychique n'est pas définie, n'est pas précisée, on ne sait pas, il n'y a que cette expression. Donc on peut penser qu'il peut s'agir d'une dépression, d'anxiété, de troubles d'adaptation. Au fond, on peut se dire aussi que sur le plan médical, il y a quand même des zones grises qui sont mal cernées sur le plan médical, comme une souffrance au travail, une détresse psychologique. Même si certains auteurs notent bien qu'on possède des outils pour quantifier le stress, pour quantifier une détresse psychologique. En France, il y a eu un rapport notamment qui a été fait par Patrick Légeron en 2016, où il faisait valoir, il rappelait que nous avions presque 11 000 suicides par an, ce qui est bien supérieur véritablement aux morts par accident de la route. Et qu'au fond, en France, il y avait un vrai problème de santé publique, et on ne s'intéressait pas suffisamment à la santé mentale, et qu'il allait falloir s'y atteler plus sérieusement. Alors, que dire? On va dire que les pathologies psychiques relèvent du système de reconnaissance complémentaire, ça c'est d'accord. Je n'ai pas d'exemple de contentieux sur ces questions, mais il faut qu'on sache, il faut savoir que la réponse qui est donnée par les caisses pour la reconnaissance, c'est une approche des dossiers cas par cas. Et dans ce système, c'est le médecin conseil qui va mener une enquête de manière systématique, il va aller même sur le lieu de travail, et ce médecin est chargé, c'est un médecin rattaché aux caisses de sécurité sociale, hein, bien sûr. C'est un médecin indépendant de la caisse elle-même, puisqu'il est rattaché à la caisse nationale. Mais ce médecin va évaluer le taux d'incapacité permanente. Et là, on a un vrai problème. Parce que pour pouvoir accéder, en l'absence de tableau, en l'absence de maladie désignée dans le tableau, pour accéder au comité de reconnaissance, au comité régional, il faut avoir un taux d'IPP, d'incapacité permanente partielle, d'au moins 25% en droit français. Et alors là, par rapport aux maladies psychiques, ça devient très difficile. Ça devient très difficile parce que normalement, ce taux doit être établi après la consolidation. Or, avec les maladies psychiques, le problème de la consolidation se pose, entre autres. Alors, devant ces difficultés, il faut comprendre qu'il y a tout un mouvement qui, à l'heure actuelle, se fait jour et qui tend à dénoncer l'existence de ce taux. À titre d'exemple, je peux vous donner un arrêt très récent, puisqu'il date du 10 mars 2021, qui a été rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, qui vient de juger, mais ce n'est que le tribunal judiciaire, donc nous sommes au premier niveau des juridictions, qui vient de juger que l'exigence du taux de 25% est un obstacle à la possibilité d'établir le lien entre le travail et la pathologie, et qu'il s'agit là d'une discrimination fondée sur la gravité de la pathologie, qui serait contraire à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et contraire également à son article 1er, à l'article 1er du protocole numéro 12, du protocole 12 additionnel, pour être exact. Donc on voit bien que certains militent pour supprimer ce taux d'IPP de 25%. Certains pensent, d'autres personnes pensent qu'en matière de maladies psychologiques, il serait possible de créer un tableau. Parce qu'on est susceptible d'évaluer, d'identifier la dérégularisation du fait qu'il y a une perte d'hormone du stress, que cette hormone du stress est dérégulée. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est peut-être de remettre sur le tapis, peut-être, en débat, la question du burn-out.
Mais ça, je n'en sais guère plus, si ce n'est un petit peu les ragots de couloir. Alors, quant aux partenaires sociaux, vous me demandez également quel est le rôle des partenaires sociaux dans l'élaboration des tableaux, dans les qualifications. Alors, les partenaires sociaux jouent un rôle dans l'élaboration des tableaux. Mais d'abord, il faut noter que depuis 2018, le gouvernement français a confié à l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, une mission qui est une mission particulière, qui est une mission d'expertise qui est préalable à l'élaboration des tableaux. Donc, on donne comme mission à l'ANSES, par exemple, d'identifier la relation qu'il peut y avoir entre l'exposition à l'amiante et le cancer des ovaires, par exemple, ou d'identifier la relation entre la maladie de Parkinson et l'usage de pesticides dans l'agriculture. Donc là, l'ANSES est composé d'experts qui vont procéder à une expertise des liens de causalité selon les problématiques et qui vont aider, en quelque sorte, vont apporter une réponse médicale, scientifique, possible pour élaborer ce tableau. Ensuite, dans une deuxième étape, les partenaires sociaux interviennent. Les partenaires sociaux ils interviennent dans le cadre du Conseil d'orientation et des conditions de travail et dans le cadre particulièrement de ce que l'on appelle la commission numéro 4, qui est au sein de ce conseil, qui est la commission pathologie professionnelle, qu'on appelle la CS4. C'est à ce niveau-là que pour l'élaboration, ils interviennent, nos partenaires. Alors le deuxième niveau, toujours sur cette réponse, c'est le niveau bien sûr de la prévention des risques. Alors, rappelons quand même que notre système de protection sociale, notre système de risque sur les risques professionnels est particulièrement ancré pour le droit de la sécurité sociale sur la réparation. Les partenaires sociaux, eux, sont invités à intervenir plus particulièrement en matière de prévention. Et tout ce qui relève de la prévention relève dans notre législation du Code du travail. Tout ce qui relève de la réparation relève du Code de la sécurité sociale. Alors, pour le Code du travail, le législateur est intervenu. Je vous citerai, la législation est extrêmement abondante, si je puis dire, mais quand même, il y a des grands points à noter, et je vais vous souligner tout particulièrement la loi travail, la loi dite travail de 2016, qui a créé un véritable droit à la déconnexion, un droit à la déconnexion pour les salariés. Autrement dit, l'employeur a une obligation de négocier de façon annuelle dans le cadre de sa négociation annuelle sur le droit des salariés à se déconnecter. C'est un droit qui relève aussi de la qualité de vie au travail. Autrement dit, on doit réfléchir avec les partenaires sociaux comment réguler les outils numériques. Et s'il n'y a pas d'accord, l'employeur a l'obligation alors d'élaborer une charte. Et cette charte, il va la faire quand même avec l'avis du comité social et économique. L'idée, c'est d'inviter les cadres à un usage raisonné des technologies numériques, des outils numériques. L'idée est aussi de mieux encadrer la qualité de vie au travail. Et puis, il me semble que, ça je me suis interrogée aussi, c'est que parler de technologies, des nouvelles technologies, enfin qui ne sont plus tout à fait nouvelles, de ces outils, nous oblige, me semble-t-il, à parler des plateformes de mise en relation par voie électronique. Tous ces travailleurs des plateformes qui, alors je pense particulièrement, là, dans mon sujet, je parle des plateformes de mobilité, celles qui déterminent vraiment la prestation que doit fournir le travailleur et qui invitent également à fixer le prix, qui fixent le prix de la prestation. Ces plateformes, le législateur français s'en est timidement emparé.
du sujet des travailleurs et des liens avec la plateforme. Il est certain que le législateur, pour l'heure, a fait le choix de leur laisser leur position d'indépendant, car ces travailleurs ont un statut d'indépendant. Ils sont ce que l'on dit auto-entrepreneurs, mais le législateur a souhaité quand même leur donner certains avantages qui sont réservés aux salariés. À propos des risques professionnels, car le risque accident du travail est un risque important chez ces travailleurs qui circulent sur des mobylettes, etc., qui sont toujours dans l'urgence pour livrer des marchandises. Mais pour ces travailleurs, je dirais que les plateformes sont tenues soit de souscrire un contrat collectif d'assurance qui va couvrir contre le risque accident du travail, soit rembourser la cotisation payée par le travailleur qui s'est assuré individuellement. C'est très insuffisant. Ce système est très insuffisant. Le débat aujourd'hui porte pour ce partage entre ceux qui souhaitent que ces travailleurs soient des salariés et qu'on cherche des réponses pour comment les rendre salariés. On a proposé notamment de faire appel au portage salarial ou aux entreprises coopératives. Tout ça, c'est en discussion. D'autres pensent qu'il serait plus astucieux ou plus moderne peut-être d'offrir à ces travailleurs indépendants une vraie protection sociale. Autrement dit, je crois personnellement que dans une société moderne, les travailleurs indépendants ont droit, eux aussi, à une protection sociale effective et efficace. Voilà ma réponse sur cette question. Merci beaucoup, parce que vous avez touché beaucoup de sujets qui sont très importants dans la recherche que nous avons menée, l'importance de la coopération entre différents acteurs pour la régulation de cette question. C'est l'exemple de la coopération entre les experts de l'ANSES et les partenaires sociaux, et le rôle de la négociation concernant le droit à la déconnexion, qui est un autre sujet vraiment très central dans la recherche, et aussi les importantes questions posées par les plateformes de mobilité. Un vrai sujet, je crois. Oui, évidemment par le législateur français qui vous avez nous expliqué ne sont pas suffisants pour assurer et offrir une vraie protection sociale. Merci beaucoup pour ces réflexions. Alors, la question que maintenant je vais vous poser concerne le rôle de l'employeur. Nous savons qu'il y a des situations où l'employeur utilise les nouvelles technologies, mais peut-être sans être pleinement conscient des dommages que celles-ci peuvent causer aux travailleurs. La question, c'est comment la jurisprudence française traite-t-elle ces dommages et l'employeur est-il toujours responsable pour ces dommages, même s'il n'aurait pas pu prévoir l'accident, comme on dit, causé par la technologie? Oui, alors c'est une question centrale de notre droit de la santé et de la sécurité en France, que cette responsabilité patronale. Alors, en préalable, avant d'aborder justement l'obligation de sécurité qui pèse sur notre employeur, je voulais faire une observation avec mes lectures. J'ai vu que parfois, il était reproché aux salariés, à juste titre sans doute, un usage abusif justement, par exemple, du téléphone portable pour des travailleurs qui notamment sont à des postes de précision, des postes de travail ou à des postes de travail dangereux. Et on s'aperçoit que l'usage de ces technologies fait qu'ils ont un manque de concentration
qui, bien évidemment, et on découvre qu'ils ont une véritable addiction, hein, comme le sont parfois nos jeunes, nos adolescents. Et là, les jeunes travailleurs, il est assez net qu'ils ont une addiction au téléphone portable. Alors, même si on pratique, que peut faire l'entreprise? La problématique, c'est que peut faire l'entreprise? Alors, l'entreprise peut bien sûr encadrer l'usage des nouvelles technologies par le règlement intérieur de son entreprise. Mais ça ne résout pas tout. Ça ne résout pas tout et la question est souvent de se demander pour le chef d'entreprise, est-ce que ça relève du droit disciplinaire? Est-ce que je peux faire usage de mon droit disciplinaire? Et est-ce que c'est pertinent que je fasse usage de mon droit disciplinaire? C'est ça. Alors, la réponse est peut-être à nuancer. La réponse est à nuancer. Pourquoi? Parce que on est parfois à la frontière lorsqu'on est dans l'addiction. Vraiment, dans une sorte de pathologie, on est à l'addiction avec le droit, on est proche du droit de la santé. Or, il est peut-être plus pertinent pour le chef d'entreprise de soumettre le travailleur, indépendamment des formations qu'il peut recevoir, bien évidemment, hein, dans l'entreprise, de le soumettre au médecin du travail pour que celui-ci, peut-être, le sensibilise au fait que c'est mauvais pour sa santé et que c'est risqué aussi que d'utiliser en permanence ce téléphone. Ça, c'est une étape possible pour le chef d'entreprise. Mais d'une façon plus générale, il faut savoir que notre chef d'entreprise est soumis à une obligation de sécurité. Alors, cette obligation de sécurité, pendant longtemps, elle a été qualifiée d'obligation de résultat. Puis, depuis 2015, cette obligation en droit du travail n'est plus du tout une obligation de résultat. Autrement dit, l'employeur a l'opportunité, en droit du travail, de se dégager de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris des mesures pour préserver la santé des travailleurs. Sur le plan de notre législation de sécurité sociale, il faut savoir que depuis 2002, depuis les affaires amiantes, depuis le scandale de l'amiante, le manquement à l'obligation de sécurité facilite la preuve de la faute inexcusable de l'employeur, que cette faute inexcusable permet d'obtenir une réparation complémentaire par rapport à ce que offre le forfait de la sécurité sociale. C'est donc important d'arriver à la caractériser et que cette faute inexcusable se caractérise au fond par deux éléments. L'employeur devait avoir ou avait devait avoir conscience ou avait conscience qu'il y avait un danger, hein, et deuxième élément, il n'a pas pris les mesures pour l'en protéger. Il n'a pas pris les mesures pour protéger le travailleur. Ces deux éléments permettent, face à la violation de cette obligation de sécurité, de caractériser la faute inexcusable. Alors, la nouveauté, si vous voulez, dans notre discipline, c'est un arrêt très récent du mois d'octobre 2020, du 8 octobre 2020, où la deuxième chambre civile, celle qui traite des questions de sécurité sociale, la deuxième chambre civile a jugé que la faute inexcusable, l'obligation de sécurité n'avait plus un fondement contractuel, elle n'était plus dans le contrat, elle avait un fondement légal. Et ce juge civil renvoie au Code du travail pour asseoir sa solution. Alors, que dire de tout ça? De tout ça, il faut dire que désormais, la preuve de la faute inexcusable va se trouver équilibrée, c'est-à-dire que la charge de la preuve va peser aujourd'hui, je crois, sur les deux parties. Ça, ce serait la grande nouveauté. Si on souhaite l'appliquer, cette jurisprudence, à l'usage des technologies de l'information et de la communication, tout ce qui est numérique, on dira que l'employeur devait avoir conscience du danger. Pourquoi? Parce qu'il est invité à remplir un document dit unique d'évaluation des risques. Et ce document est obligatoire dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif. Autrement dit, chaque entreprise doit lister les risques qu'un équipement, un procédé, un produit peut causer à la santé de son personnel. Autrement dit, l'employeur doit
inventorier les outils qu'il utilise et les risques induits par ces outils. Il lui faut donc prendre en compte aussi la fréquence de l'exposition, la gravité du risque, l'importance du risque. Il doit planifier en conséquence des mesures de prévention. J'observerai que dans l'usage des nouvelles technologies, aujourd'hui, on s'aperçoit que notamment dans l'élaboration des robots, on introduit des opérateurs économiques, excusez-moi, introduisent des normes qui sont des normes de prévention des risques. Ça, c'est important. Donc, dès la phase de conception, on prend en compte parfois l'existence, lorsqu'il s'agit de robots, l'existence d'un risque probable. Alors, en définitive, en conclusion, je dirais, parce qu'on pourrait en parler de cette obligation de sécurité, le contentieux a été extrêmement abondant en France, on dira que l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur l'oblige, d'une part, à évaluer les risques encourus par ses salariés, et d'autre part, à prendre des mesures efficaces pour éradiquer carrément le risque, ou au moins tenter de l'atténuer. À défaut de quoi, sa faute sera facilement caractérisée et sa responsabilité, bien sûr, engagée. Bien. On a déjà parlé du cas spécifique du travail dans les plateformes de mobilité et des risques pour ces travailleurs. Plus en général, dans votre opinion, comment la dématérialisation du lieu de travail impacte-t-elle sur les hypothèses d'accident au travail? Alors là, je n'avais pas la question. Vous voulez que j'ai pas compris la question. Excusez-moi. Est-ce que vous voulez la reformuler? C'est à propos de la dématérialisation du lieu de travail. Du lieu de travail. Ah, du lieu. Oui, oui, le lieu de travail. Vous avez déjà. Oui, le fait que le lieu de travail soit dématérialisé pose la question effectivement, notre législation le prend en compte. Je vais m'expliquer. L'accident du travail, c'est celui qui survient au temps et au lieu de travail, telle est la règle. Mais notre législation a prévu l'hypothèse du télétravailleur. Le télétravailleur, c'est celui qui va travailler dans un lieu autre que le lieu habituel, qui est le lieu de l'entreprise. Et notre législation a prévu que l'accident qui survient justement dans le lieu où est exercé le télétravail, pendant l'exercice de son activité professionnelle, est présumé être un accident du travail. Alors, à ma connaissance, c'est un article du Code du travail, c'est l'article 1222-10 qui prévoit cette situation. Il faut quand même noter que j'ai pas de jurisprudence à vous donner sur ce texte même, mais on peut peut-être raisonner par analogie. Alors, on n'a pas de jurisprudence, mais on sait que tout accident qui survient en temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, que c'est une présomption dite d'imputabilité dans notre droit français. Et cette présomption trouve son fondement dans le critère d'autorité que l'employeur a sur ses salariés. Ce critère va permettre de distinguer l'accident du travail, d'ailleurs, de l'accident de trajet ou de l'accident de droit commun. Car lorsqu'on est en trajet, on n'est pas sous l'autorité, de même que lorsqu'on est hors du temps de travail, qu'on est au moment des loisirs, en week-end, on n'est pas en accident du travail. D'accord ? On n'est pas sous l'autorité de l'employeur. Ainsi, mais ces notions sont quand même, le critère d'autorité et le temps et le lieu sont des notions très souples en jurisprudence. Ce qui veut dire que, par exemple, il a été jugé que le salarié qui se trouve dans les locaux du service de santé au travail et qui attend dans la salle d'attente pour passer la visite et qui a un malaise, et bien ce malaise caractérise un accident du travail. Il va profiter de la présomption d'imputabilité. À l'inverse, on peut noter que celui qui est d'astreinte à son domicile et qui peut vaquer librement à ses occupations, celui-là,
cet individu-là, travailleur-là, n'est pas un accident du travail. On ne l'assimile pas du tout à un travailleur en mission. À l'inverse, si l'astreinte se fait dans un logement imposé par l'employeur, à ce moment-là, oui, il sera un accident du travail s'il a un accident dans le local. Alors, pour répondre et pour interpréter ce texte sur le télétravailleur, on peut imaginer deux situations. Si notre télétravailleur travaille dans un lieu de coworking, alors à ce moment-là, c'est un lieu que l'employeur est susceptible de louer, vraisemblablement, pour que ses salariés puissent éventuellement travailler. Ben, à ce moment-là, il n'y aura peut-être pas de problème. Le lieu de coworking sera assimilé, je crois franchement, à l'entreprise. Et donc, tout accident qui surviendra sera bien un accident du travail, dès lors qu'on est dans le temps normal du travail. Lorsqu'on est à domicile et que le télétravail se fait à domicile, comme ça se pratique aujourd'hui, fortement, alors là, la question est un peu plus délicate, car à domicile, c'est quand même le salarié qui est supposé assurer la sécurité de son domicile. Moi, je pose la question, est-ce que lorsqu'il est en télétravail, peut-il encore se préparer un thé? Est-il autorisé à le faire? Peut-il se préparer un repas? Peut-il bouger finalement? Peut-il aller sortir pour aller fumer sa cigarette? Et si l'accident survient, parce que c'est peut-être pas lorsqu'il est assis à sa table que l'accident survient, hein, ou encore qu'on peut peut-être imaginer un infarctus. Hein, après tout, c'est pas très bon de rester assis trop d'heures, surtout en vieillissant. Bon, donc toujours est-il que notre salarié va se trouver donc dans une situation qui n'est pas au sens strict pendant l'exercice de l'activité professionnelle, puisqu'il est en train de se préparer un thé. Alors, je n'ai pas de réponse du juge, mais il est permis peut-être de penser que le juge va peut-être avoir une conception extrêmement restrictive du texte, littéral, hein, il va écarter la qualification, alors que le même événement dans l'entreprise, c'est-à-dire le salarié qui quitte son poste de travail, qui va à la machine à café ou qui sort sur la terrasse pour fumer sa cigarette et qui a un accident, ben celui-là, il est bien couvert comme accident du travail en droit français. C'est donc que l'affaire n'est pas encore bien claire et méritera peut-être un contentieux ou une réponse précise. Pour l'heure, c'est discutable. Bien. Nous allons à la dernière question qui concerne la question de l'indemnisation. Oui. La question, c'est si existe-t-il des cas dans lesquels la négociation collective introduit des systèmes d'indemnisation supplémentaires pour compenser les préjudices et les dommages subis par les travailleurs? Oui. Alors, c'est un énorme sujet en droit français. En effet, en droit français, il faut savoir que les conventions collectives sont invitées, le législateur déjà d'une manière générale incite les entreprises à mettre en place des systèmes de protection sociale complémentaires. Et l'incitation prend au moins deux formes. Une forme ancienne et qui est quand même efficace, c'est celle de procurer à l'entrepreneur, enfin au chef d'entreprise, une exonération de cotisation sociale. Donc toutes les cotisations que l'employeur utilise, enfin consacre à mettre en place de la protection sociale complémentaire se trouvent donc exonérées. Hein, de cotisation. Ça, c'est une incitation très forte pour mettre en place un système de protection complémentaire. Alors, ce système de protection complémentaire, il va pouvoir, ça c'est un premier système, il va pouvoir être mis, je ne l'ai pas dit, il va pouvoir être mis en place de trois manières en droit français, soit par convention collective, soit par référendum, soit par décision unilatérale. Mais nous allons voir quand même que la convention collective a un rôle très fort à donner. Les partenaires sociaux jouent un rôle important. La deuxième incitation, c'est celle qui date de ces dernières années, où le législateur a obligé toutes les entreprises de France, et cela depuis la règle est applicable définitivement depuis le 1er janvier 2016,
toutes les entreprises de France doivent assurer, doivent procurer à leurs salariés une couverture complémentaire frais de santé, pas risque professionnel, mais frais de santé. Ce qui veut dire que lorsque le chef d'entreprise négocie avec l'assureur, la mutuelle ou l'institution de prévoyance, pour mettre en place ce contrat frais de santé, bah, l'autre, qui est quand même un commerçant, quelque part, va lui dire, bah, écoutez, pour tant de plus de cotisations, je peux vous couvrir vos salariés pour d'autres risques. Et c'est une incitation très forte à offrir, à procurer vraiment un système de protection sociale complémentaire. Certains, d'ailleurs, parlent même de sécurité sociale bis, ou sécurité sociale professionnelle, pour dire que cet élément est important. Alors, le rôle des partenaires sociaux, alors, d'une manière générale, si on regarde les contrats, avant de parler des partenaires sociaux, pour finir sur eux, je dirais que, en règle générale, quand même, lorsqu'on regarde les contrats, la matière des professionnels est envisagée. Les contrats prévoient quoi? Ils offrent des compléments de rente, accident du travail et maladie professionnelle, donc complètent ce que peut donner la sécurité sociale. Ils complètent les IJ, ça c'est sûr, les indemnités journalières, donc en matière d'incapacité de travail, ça c'est très important. Et même certains contrats vont plus loin, ils procurent une rente de conjoint, hein, et une rente d'orphelin. Euh, Quant à la définition, me posiez la question initialement de savoir si finalement les pathologies étaient définies là. Alors ces contrats vont définir, à ma connaissance, l'incapacité de travail, peut-être, par référence à ce qui est dit dans le droit de la sécurité sociale, va définir peut-être ce qu'il faut entendre par invalidité, mais je n'ai pas vu qu'on puisse définir les pathologies qu'on prend en charge. Pourquoi? Parce qu'il y a un texte qui interdit à ce qu'on ne couvre pas dans ces contrats, parce que ces contrats sont très encadrés pour les assureurs. C'est la loi Evin, il y a un texte qui interdit que l'assureur refuse de couvrir une pathologie ou une affection qui est prise en compte, qui est prise en charge normalement par la sécurité sociale. Donc on ne peut écarter que des pathologies non prises en charge par la sécurité sociale, qui seraient des pathologies de confort, hein, un lifting, redresser les oreilles, enfin bon, je passe sur ce type d'éléments qui ne sont pas pris en charge. Mais c'est tout. Donc effectivement, on n'est pas dans les risques professionnels. Vous dire également que lorsqu'on parle de partenaires sociaux et de mise en place par convention collective, je vous dirais simplement que euh, au niveau des branches professionnelles, les partenaires sociaux négocient des contrats. Et c'est très important. Il y a eu tout un contentieux énorme en France sur le problème de la désignation de l'organisme assureur dans la convention collective de branche qui affecte le choix des entreprises membres de la branche. Et dès lors, le législateur a dû intervenir, le Conseil d'État, il y a eu le Conseil constitutionnel, enfin bref, ça a pris quelques années. Et aujourd'hui, on peut dire que les partenaires sociaux peuvent recommander un organisme sous réserve que le contrat que celui-ci offre présente un degré élevé de solidarité au profit donc de l'ensemble des salariés. Alors qu'est-ce que ce degré élevé de solidarité? C'est notamment la prise en charge de cotisations pour certains salariés, et puis le fait que le contrat ait une vraie politique de prestation d'action sociale. Alors peut-être ce serait l'occasion de rajouter une politique de prévention aussi peut-être des risques. Alors, pour conclure sur cet échange que nous avons eu, moi je dirais qu'en droit français, le chemin à parcourir est encore long pour que toutes ces pathologies liées à ces nouvelles technologies, à l'usage du numérique, soient correctement prises en charge. Merci. Il me reste pas que vous remercier vraiment beaucoup pour cet important échange
qui a été très intéressant. D'une part, il y a des thèses centrales dans la recherche qui ont été confirmées oui, par l'expérience française que vous avez expliquée. Et d'autre part, vous avez présenté des aperçus importants de contexte française qui nous offrent des suggestions pour développer la recherche même. Oui, Merci beaucoup. ça a été Et un plaisir. Écoutez, j'aime beaucoup l'Italie et donc c'était un plaisir de travailler avec des Italiens. merci.